en vient donc à notre information en décryptage dans une sortie plutôt surprenante. Le Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, a qualifié le Maroc de pays frère et a précisé que l'Algérie était prête à régler ses différends avec le Royaume. S'il a reconnu l'existence de divergences entre les deux voisins, il a tout de même insisté sur le fait que la redynamisation de l'UMA demeurait la priorité de son pays. Une déclaration faite quelques jours avant sa visite prévue en Arabie Saoudite. Pour rappel, Riyad avait à maintes reprises offert une médiation entre Rabat et Alger, notamment sur la question du Sahara. Et dans le même temps, l'Algérie déploie des moyens sophistiqués pour la surveillance des frontières avec le Maroc. Alger a notamment décidé de recourir à des drones, des caméras infrarouges, des radars mobiles, en plus des patrouilles et autres brigades mixtes, selon un représentant du ministère de la Justice algérien. Alors Aziz Bousta, comment interpréter d'abord cette déclaration de Abdelmalek Sellal ? Est-ce qu'on peut considérer que cette fois, c'est une vraie main tendue au Maroc ? Est-ce que l'Algérie est vraiment prête à régler ses différends, pour reprendre les mots de Sellal ? Et si oui, on peut se demander pourquoi maintenant ? Parce que ce n'est pas la première fois finalement qu'on entend ce genre de discours. Écoutez, Khadija, excusez-moi. Naïma. On va passer ça sur le lundi matin. Oui, voilà. Ça arrive. On va couper ça au montage. On la refait. Heureusement que c'est direct. Alors, qu'est-ce qu'a dit Sellal finalement ? Je crois que vous êtes parmi l'une des rares à être surprise. Vous avez dit surprenant. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est surprenant ? Ouais, non, même pas. Moi, surtout de la part justement du Premier ministre algérien qui n'est pas connu. Qui n'est pas connu pour avoir des liens d'amitié ou des relations d'amitié ou des sentiments d'amitié avec le Maroc. Ouais. Alors il a dit, d'ailleurs, on va remettre cette phrase. On va citer toute sa citation et vous allez voir que ça ne veut pas dire grand-chose. Nous avons quelques différends avec le Maroc, pays voisin et frère. Donc quelques différends, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas de frontières, ça fait pratiquement 40 ans, 50 ans qu'il n'y a pas de relation, mais il appelle ça quelques différends. Oui, il est presque anglais, oui. Voilà, c'est très british. Au Sahara, il s'agit d'un problème entre le Polisario et Rabat. Et la solution doit aller dans le sens de la logique du référendum. C'est pas particulièrement amical. Et après, il dit l'Algérie préfère une vision globale pour régler tous les problèmes dans le cadre d'un dialogue direct. Bon, le dialogue direct, les Marocains le demandent depuis longtemps. Et on se rappelle les déclarations qu'ont fait chaque ministre des Affaires étrangères à leur prise de fonction. Saad Latmani et Mzouar pour citer les derniers. Le Maroc a toujours adopté la politique de la main tendue, mais il a toujours fait face à la politique du poing brandi, si vous voulez, des Algériens. Alors, cette déclaration intervient vendredi, le timing est important, et mercredi, c'était le ministre de la Justice qui avait parlé des drones. Donc, surveiller la frontière d'un pays voisin et frère, pour citer Sellal, avec des drones. Visiblement, c'est toutes les frontières de l'Algérie qui ont été sécurisées. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, oui, effectivement, il y a 3000 kilomètres de frontières au sud-ouest. Et il y a donc le Mali, la Mauritanie, avec tous les risques d'infiltration terroriste qu'il y a de ce côté-là. Mais il y a aussi une petite partie de frontière avec le Maroc. Bien. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils veulent surveiller au drone parce qu'ils cherchent, disent-ils, des narcoterroristes. Alors, narcoterroriste, c'est une définition qu'il faudrait voir. Donc, on va comprendre que ce sont des terroristes qui font dans le trafic de stupéfiants. Donc, tout ça n'est pas très crédible. Alors, pourquoi je dis que c'est pas très crédible de la part de Sellal ? D'abord, Sellal, on le connaît, il n'a pas de relation d'amitié, il a une relation d'hostilité envers le Maroc. Deuxièmement, il a besoin de l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça qu'il a dit ça quelques jours avant d'aller en Arabie Saoudite. Et il a dit ça à un journal saoudien. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois, il y a la fameuse réunion de l'OPEP où il faut confirmer la baisse de la production au niveau de l'OPEP. Donc, il a besoin des Saoudiens. Ils ont aussi besoin des investissements saoudiens. Ils aimeraient bien que les holdings et les grands investisseurs saoudiens viennent mettre de l'argent chez eux, n'ayant pas vraiment compris que le Saoudien, en ce moment, même chez eux, c'est pas véritablement l'opulence. Et donc, ils sont un petit peu en dehors de l'histoire, les amis algériens, le gouvernement algérien du moins. Et troisièmement, il doit régler absolument les problèmes avec l'Arabie Saoudite pour les objectifs que je viens de dire et donc régler le problème du Yémen, régler le problème de la Syrie, régler le problème du Hezbollah, régler un certain nombre de problèmes. Or, il sait que les Saoudiens sont les alliés stratégiques du Maroc et ils savent que les Saoudiens ne les portent pas tellement en odeur dans le cœur
pour les relations qu'ils ont avec eux directement, donc d'Alger à Riyad, et pour les relations aussi qu'ils entretiennent avec le Maroc. Et donc, voilà, je pense que cette déclaration est tout à fait opportuniste et factuelle et conjoncturelle et que ça n'ira pas plus loin. On reviendra tout à l'heure sur les conditions que mettent les Algériens pour discuter avec le Maroc. Vous allez voir, il y a du sport là aussi. Sur les conditions et puis aussi sur ce désir affiché des Algériens pour l'intégration maghrébine. Là aussi, on va voir, on va se poser des questions. Oui. Talal Shakir. On pourra s'en poser. Oui, Talal Shakir. Je vous laisse réagir et puis aussi à quoi peut aboutir effectivement cette visite de Sellal en Arabie Saoudite. L'Arabie, comme le rappelait Aziz Bousta, allié inconditionnel du Maroc. Oui, alors première chose, moi je vais utiliser les mêmes termes qu'Aziz Bousta, mais je ne dirai pas la même chose, dans le sens où moi je trouve que le mot voisin, le mot frère, il a un poids, il y a un dialogue qui va être entamé. N'oubliez pas que l'Algérie aussi a reçu comment peut-on le dire, des râteaux de la part du Maroc. Il y a eu parfois des mains tendues, le Maroc les a refusés et vice-versa, donc on sait très bien qu'il ne faut pas qu'Abdelmalek Sellal se mette à dos non plus son gouvernement, il ne sait pas où il va. Les deux pays ont des relations qui sont tendues, mais il ouvre une petite brèche. On peut comprendre pourquoi, parce qu'effectivement, la question, et ça a un lien avec l'Arabie Saoudite, la question algérienne est problématique. Leur économie est en train de souffrir. Ils ont perdu en l'espace de 2 années près de 60 milliards de dollars entre 2014 et 2015, et ça se poursuit. Les recettes non pétrolières sont en train de baisser, dégradation du budget de l'État, alerte maximale de la Banque centrale algérienne par rapport aux réserves de devises. On comprend pourquoi il va se tourner vers l'Arabie Saoudite, mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite aussi ne pourra que peu, parce que effectivement, on sait très bien que les pays de l'OPEP sont en souffrance. Donc l'Algérie, probablement par intérêt, est en train de se dire vaut mieux que je temporise, que j'amortisse et que j'améliore mes relations avec mes voisins, certainement le Maroc. Et bien entendu, il adresse ces mots que je trouve effectivement diplomatiques, c'est vrai, ou en tout cas conviviaux, et puis prudents aussi, c'est normal qu'il s'adresse comme cela vis-à-vis d'un pays voisin avec des conditions que l'on connaît. Deuxième point, les drones n'ont rien à voir avec nous, parce qu'on nous sommes hypersensibles par rapport à ça. Et oui, il y a des narcotrafiquants, il y a AQMI dans le sud de l'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Ils se dotent de moyens de surveillance, ce ne sont pas des drones pour attaquer, ils veulent voir leur territoire. Ils n'ont pas dit narcotrafiquants, ils ont dit narcoterroristes. Alors j'ai lu narcotrafiquants et narcoterroristes, deux choses, parce que AQMI ce sont des narcoterroristes, il faut bien le savoir, encore se souvenir des attentats d'Inanemas et pour le savoir. Donc il y a véritablement une situation sécuritaire, c'est normal. Il ne faut pas oublier que le Maroc aussi a construit près de 200 kilomètres pour renforcer de murs avec une ville algérienne. Les deux pays sont à égalité. Maintenant, moi je prends que le bon, je prends que la main tendue, et c'est vrai que ce Maghreb qui a du mal effectivement à se mettre en place, ce grand Maghreb a besoin d'exister pour des raisons sécuritaires, pour des raisons économiques, pour des raisons de complémentarité, pour des raisons de flux et de déplacement de la population. C'est important. C'est une zone qui est encore toute vierge effectivement d'exploitation qu'il faudra effectivement mettre en avant. Donc je prends ces mots avec beaucoup d'abord de prudence, mais aussi de sympathie, et j'espère que cela à terme donnera l'occasion à l'Arabie Saoudite peut-être aussi de réactiver son processus de liaison entre Rabat et Alger. Et de toute façon, je crois ça peut pas être un hasard. Je crois qu'ils sont vraiment en train de penser à une solution durable. Alors si ça peut pas être un hasard, est-ce que l'Algérie est prête à lâcher le Polisario ? Écoutez, ce sont des phases qui vont être faites au niveau des discussions. On va y venir. Ça dépendra du clan Bouteflika, ça dépendra du FLN, ça dépendra des différentes tendances en Algérie, ça dépendra du Maroc aussi. Donc, l'Algérie a bien suivi tout ce qu'a fait Sa Majesté par rapport à il y a 2 semaines en Afrique. Je pense qu'ils sont sensibles à ça aussi. Et j'espère qu'ils seront sur la voie de la sagesse et la voie de la raison, comme le Premier ministre l'a rappelé. Je vais juste vous reprendre, si vous permettez, Naïma, cette fois. Je vais juste vous reprendre, Talal, pour vous dire si vous êtes un homme bon et très gentil. Et je vais vous renvoyer à tous les messages de félicitations qu'envoie Bouteflika au roi du Maroc. Et vous allez voir que ce sont toujours... Alors, nous, de notre côté... et encore une fois, c'est pas par chauvinisme, mais de notre côté, il y a toujours eu cette main tendue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Talal quand il dit que il y a eu des blocages aussi au niveau du Maroc, mais il y a eu toujours une politique de la main tendue, et surtout depuis 3 ou 4 ans. D'accord. Et quand vous voyez les messages de félicitations qu'envoie Bouteflika, c'est assez les messages qu'envoie le roi à un peu tout le monde. Disons que ça s'inscrit dans une politique, et il y a un prolongement dans une politique effective. Là, ce sont des belles phrases qui sont dites. Donc, ce que dit là, à la limite, ça n'engage que lui-même ou ceux qui ont envie de le croire.
Alors, Mélanie Frédéric-Sigli. Oui, merci Radija de me donner la parole. Je vous en prie, Mélanie, allez-y. C'est mon deuxième prénom. Oui, exactement. Je suis désolée, je me sens extrêmement malicieuse ce matin. Et on salue toutes les Radija qui nous entendent. Absolument, et toutes les Neïma aussi. Voilà. Tradition et modernité. Exactement. Alors, écoutez, l'Algérie actuellement se sent proche de tous ses frères et de tous ses frères voisins, en l'occurrence, puisque l'Algérie a également appelé à un accompagnement loyal et franc des Libyens pour sortir de la crise en utilisant des mots qui sont un peu les mêmes, si vous voulez. Ils sont très très british en ce moment. L'Algérie, par exemple, est convaincue que les Libyens ont la capacité de pouvoir dépasser leurs divergences. Les Libyens, ils ont que des divergences en ce moment, vous voyez. Donc l'Algérie et le Maroc. C'est comme le petit différent qu'il y a avec le Maroc. Oui, voilà, c'est la même chose. C'est un petit différent. Bon, la Libye, ils ont des divergences, vous voyez. Ils sont très dans l'euphémisme en ce moment, l'Algérie. Donc effectivement, ils doivent. Alors je suppose qu'aussi, parce que là aussi les Libyens sont des frères, c'est un peuple frère, ils l'ont dit aussi. Mais je pense qu'ils ont mis des drones aussi à la frontière libyenne, parce que ils ont quand même aussi une assez grande frontière avec la Libye, et la Libye, malgré leurs petites divergences, pose quand même quelques petits problèmes de sécurité aussi. Donc d'une manière générale, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, qu'est-ce qu'on constate ? On constate deux choses. Le Maroc se repositionne au niveau régional d'une manière très très forte vers l'Afrique, et l'Algérie et le Maroc ont toujours été en rivalité tous les deux. Il n'y a pas que la question du Sahara. Le Sahara a été une des questions parce que l'Algérie voulait un accès à la mer, et puis parce que l'Algérie et le Maroc étaient deux pays très dominants sur la région et voulaient savoir qui serait au final le leader naturel de cette union du Maghreb, si vous voulez, et de l'Afrique du Nord. Donc l'Algérie est en train de se repositionner pour essayer de faire en sorte de redevenir un centre nécessaire de négociation, notamment au niveau de la Libye, et d'une manière générale un acteur important au niveau de la géopolitique. Donc ça peut passer effectivement par le fait d'être l'instrument de la paix et de retrouver une paix avec le Maroc, mais ça sera toujours quand même, quoi qu'il en soit, sous le signe de la rivalité pour la domination régionale. Sachant que l'Algérie effectivement a plus de ressources naturelles, a un certain nombre d'avantages à la base, mais par contre souffre d'un certain nombre de retards au développement, dû justement au fait d'une certaine paresse, parce qu'ils ont eu beaucoup de revenus pendant un certain temps, donc au niveau de l'ouverture aux investisseurs étrangers, c'est plus compliqué. Mais cette rivalité, elle va continuer, elle peut peut-être passer par le règlement de la question du Sahara marocain, mais effectivement, en revanche, ça dépend de qui est le successeur de Bouteflika. Et ça, maintenant, je pense qu'un certain nombre de gens commencent à se positionner de manière de plus en plus claire. Et on peut peut-être essayer de se dire que, en effet, il y a là le signe que, en effet, on commencerait le successeur serait favorable à un rapprochement avec le Maroc. C'est une possibilité. Quoi qu'il advienne, en tout cas, il faut lire le fait que l'Algérie actuellement se communique énormément sur l'ensemble des pays du Maghreb et se positionne également. La question des drones au niveau sécuritaire, elle est intéressante. Le gros argument du Maroc au niveau international pour son positionnement géostratégique, c'est que c'est un pilier sécuritaire. Que l'Algérie se positionne comme telle aussi est intéressant. Il faut voir ça quand même toujours dans une idée de positionnement stratégique régional et sur lequel l'Algérie reste et restera toujours en concurrence avec le Maroc, à mon sens. Aziz Bousta, vous voulez réagir et puis on en viendra au point de l'intégration maghrébine. Qui est responsable finalement de ce retard de l'intégration maghrébine, sachant que le Maroc et l'Algérie, à eux seuls, ça représente 80% de la superficie, des populations et des finances du Maghreb. L'acte constitutif de l'Union du Maghreb arabe a été, si ma mémoire est bonne, signé à Marrakech en 88-89. 17 février. 88, voilà, sous l'impulsion de Hassan II et de Chadli Ben Jdid. Donc les deux locomotives de l'UMA sont incontestablement le Maroc et l'Algérie, et ce sont les deux pays les plus puissants tant au niveau économique que militaire. Est-ce qu'on peut toujours penser l'UMA aujourd'hui avec la Libye et la Mauritanie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer, ce ne serait pas plus judicieux finalement de commencer avec un cercle restreint pour ensuite l'élargir comme ça s'est passé avec l'Union européenne ? La Libye, pour ne pas reprendre la phrase des Algériens, n'ont pas de petites divergences, on leur souhaite de sortir de leurs problèmes le plus rapidement possible, mais avec Daesh qui s'installe, qui est en train de démanteler en Mésopotamie, qui est en train de vouloir s'installer en Libye, il y a des jours sombres qui se préparent malheureusement pour les Libyens. Les Mauritaniens se sont quelque part alignés sur la politique algérienne, et donc il y a un froid actuellement avec le Maroc, un froid de plus en plus glacial.
Et donc, il ne reste plus que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et c'est finalement, c'est le Maghreb historique, géographique. On avait intégré la Mauritanie et la Libye par courtoisie diplomatique, mais ce n'était pas vraiment ça. Maintenant, les Tunisiens se retrouvent eux aussi dans le problème d'être enclavés entre la Libye et l'Algérie. Et les Algériens n'ont pas toujours des relations très cordiales avec les Tunisiens. Et parfois, ils peuvent même être agressifs. D'ailleurs, ils ne les ont pas qualifiés de frères ces derniers temps. C'est un peu les seuls. Donc, les relations des Algériens avec leurs voisins ne sont pas vraiment au beau fixe, c'est tous leurs voisins. Bien. Maintenant, quand ils demandent un dialogue direct, il faut savoir ce qu'est un dialogue direct pour les Algériens. Quand les Marocains demandaient un dialogue direct, d'aplanir les différents problèmes qu'il y a, les Algériens posaient 3 conditions. 1, fin de la campagne médiatique du Maroc contre les Algériens. 2, une coopération réelle pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Et 3, que le Maroc admette, alors écoutez bien, Naïma, que le Maroc admette que l'Algérie soutienne le Polisario dans le cadre de la décolonisation, du principe de décolonisation. Donc ça passe pas, évidemment. Alors ça passe pas. Pour le premier point, mettre fin à la campagne médiatique, il y a ce qu'on appelle. Est-ce qu'on peut imaginer finalement que ce positionnement en forme de main tendue, si tant est qu'on considère comme une main tendue, c'est aussi peut-être parce que l'Algérie n'a plus l'argent suffisant pour financer le Polisario. Oui, mais une main tendue, vous savez, une main tendue reste une main tendue. Donc, quand on vous tend la main, on la serre et puis on passe à autre chose. Mais une main tendue, une véritable main tendue, dans le principe, dans l'idée même de la main tendue, c'est tout un ensemble, toute une politique, toute une vision qui se met en place. Il ne s'agit pas de sortir 2-3 phrases à un journaliste pour croire vraiment à la main tendue. Et maintenant, il se trouve que le Maroc a fait, depuis une dizaine d'années, le Maroc n'arrête pas d'essayer d'arranger les choses avec les Algériens pour développer, justement, pour créer un pôle de développement au nord de l'Afrique, essayer d'irradier vers le sud. Et ça ne s'est pas fait. Et puis voilà que depuis 3 ans, 4 ans, c'est une offensive spectaculaire du Maroc et du roi, personnellement, en Afrique. Les Algériens commencent à prendre la mesure de ça. Ils commencent à prendre la mesure du fait que le discours qui remonte aux années 60 de décolonisation ne marche plus maintenant. Maintenant, les gens ont envie de parler économie, ont envie de parler climat, ont envie de parler pauvreté, ont envie de parler d'un certain nombre de choses. Et le Sahara, je vous assure, j'en parlais dernièrement avec quelqu'un du ministère des Affaires étrangères, il y a beaucoup de pays africains qui ne connaissent pas cette affaire du Sahara, qui ne connaissent pas. C'est une affaire qui concerne 50 000 personnes, où les Algériens, que les Algériens détiennent dans leur camp à Tindouf, qu'ils ne laissent pas venir, ils ne veulent pas les recenser, ils ne veulent rien. Alors, les Africains sont beaucoup plus ouverts au discours résolument positif et économique du roi Mohamed VI. Et on a vu ce qui s'est passé dernièrement, et ce n'est pas fini. Et ce qui les a inquiétés, les Algériens, et on peut mettre ça, la déclaration dans ce contexte, quoique je doute de sa capacité à vraiment comprendre les choses, c'est que le roi est sorti un peu du précaré africain francophone de l'Afrique, et il a entamé une politique résolue, une politique audacieuse vers l'Afrique anglophone. Et c'est pas fini parce que ça passera aussi à l'Afrique lusophone. Donc les Algériens commencent à prendre la mesure brutalement, mais ils ont plusieurs trains de retard. Je ne pense pas qu'ils puissent véritablement faire quelque chose. Et s'ils veulent véritablement une main tendue avec le Maroc, ils n'ont qu'à montrer patte blanche, puisqu'on parle de main, ils n'ont qu'à montrer patte blanche et dessiner une véritable stratégie en ce qui concerne le Maroc et le Maghreb. Alors, le Maghreb que je pense personnellement un peu dépassé. Alors, Talal Shakir et ensuite... Il y a des points qui ne trompent pas en Algérie, c'est leur situation économique, sociale aussi. Parce que vous savez que l'Algérie, c'est 7 millions de fonctionnaires qu'il faudra payer et on achète avec la paix sociale depuis très longtemps. C'est un pays qui n'est pas industriel, c'est un pays qui n'est pas producteur de textiles, ni même d'agriculture, ni d'agroalimentaire. C'est un pays qui exporte beaucoup de pétrole et qui achète de l'étranger. Donc aujourd'hui, l'Algérie ayant perdu près de 30 milliards de dollars par an de recettes d'exportation de pétrole, va se voir finalement être obligée de gérer autrement sa paix sociale. Il est possible que l'Algérie, pour des raisons comptables, de penser que si un jour, dans quelques années, les frontières venaient à s'ouvrir, il y aurait le même flux qu'il y avait il y a quelques années entre l'Algérie et le Maroc par rapport, notamment au problème d'avoir du commerce, de ces villes frontalières qui pourraient redonner vie et surtout du travail aux gens. C'est ça qui est important. Alors bien sûr, on peut se moquer de la phrase pays frère, mais c'est une phrase effectivement qui est classique, c'est une phrase
phase diplomatique. Et aujourd'hui, moi, j'ai foi en ça parce que l'Algérie n'est pas dans la même posture du tout. Ils n'ont pas les moyens de financer leur paix sociale, ils n'auront plus les moyens de soutenir des causes qui ne sont pas les leurs. Ils ont un petit souci, c'est leur président actuel qui reste complètement anti-solution. Et là, il faudra trouver une vraie solution par rapport à cela. Bien entendu, pour vous, il y a un début de prise de conscience. À mon sens, il y a un début. Alors, vous savez, ça commence comme ça, puis après, ça va se faire par rapport à une visite des deux premiers ministres. Encore faut-il qu'on ait le nôtre. Ensuite, il va y avoir une réunion qui va se tenir certainement comme l'avait fait Feu Hassan II au niveau de la frontière sur Asbat Lotfi. Vous savez, c'est une zone commune. Et puis, en général, ça, petit à petit, ça prend forme. Et vous savez que le roi Hassan II avait signé pas mal d'accords avec l'Algérie. Il avait serré la main à plusieurs reprises au président Chadli Bejid. Et pourtant, la question du Sahara n'avait pas été résolue. Donc, ça reste en suspens, ça reste un petit tabou dont on ne parle pas, mais on allège un petit peu la pression. Petit à petit, on règle le problème progressivement. Souvenez-vous, l'Union européenne avec l'Allemagne et la France, ça ne s'est pas résolu du premier coup. Les blessures ne se sont cicatrisées qu'avec Helmut Schmidt et Mitterrand. Donc il y a eu quand même beaucoup de liens d'interactivité et d'interaction et d'interdépendance entre les deux pays. Donc à partir de là, il faut attendre. Il n'y avait pas de problème sur l'Alsace et la Lorraine. Il faut attendre. Oh que si. De toute façon, le problème est resté jusqu'en 82. Donc l'Alsace et la Lorraine. La question aujourd'hui, c'est d'être patient, d'attendre, de prendre effectivement les déclarations pour des déclarations honnêtes. Et de toute façon, nous, on n'a rien à perdre parce que c'est certain que le Maroc s'est ouvert à d'autres pays, notamment de l'Est africain, et il le fera pour d'autres. Le message est clair par rapport à cela. Donc, il faut savoir que les pays collaborent entre eux, malgré tout, même s'ils ne le souhaitent pas, ils collaborent entre eux au niveau de la Ligue arabe. Les 5 pays du Maghreb. Ensuite, vous avez au niveau du Conseil de l'unité économique arabe, ils sont également unis, sauf la Mauritanie. Et au niveau des accords d'Agadir, il y a la Tunisie et le Maroc qui sont liés. Donc, il y a quand même, par ricochet, des liens économiques entre les pays. Et c'est étrange parce qu'on voit entre l'Algérie et le Maroc une fermeture de frontières terrestres, c'est vrai, qui fait 1600 km, mais la frontière maritime et la frontière aérienne, elles sont ouvertes toutes les deux. Donc, c'est assez particulier comme situation. Et les deux pays entretiennent des relations diplomatiques. Donc voilà, très particulière situation. Il me semble qu'il faut vraiment des hommes courageux. Et si c'est le cas, vous allez voir que la région ne pourrait effectivement qu'en profiter. On peut commencer par un Maroc-Algérie, voire Tunisie, et ensuite élargir à la Libye, voire la Mauritanie, ou d'autres pays, pourquoi pas, subsahariens, qui pourraient faire une forme d'union. Voilà. Mélanie Frédéric-Sylvie, pour finir. Oui, ce sera plus le Maghreb. Ce sera plus le Maghreb, ce sera plus arabe non plus, remarquez, donc c'est pas mal d'un autre côté qu'on revienne là-dessus aussi. Et ça n'est plus arabe déjà, c'est Maghreb, c'est Maghreb uniquement, c'est pas arabe. Donc quoi qu'il en soit, ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Il était évident qu'à partir du moment où le Maroc retournait dans l'Union africaine, à partir du moment où le Maroc s'agitait de plus en plus en Afrique, forcément il allait falloir c'est ça ? Il allait falloir qu'il y ait une réaction algérienne. Tout le monde le savait, ça. Et puis, je vous avais déjà dit que, d'une manière générale, cette histoire du Sahara marocain était quand même vraiment sur le point de potentiellement avoir tous les éléments pour se résoudre. Oui, c'est vrai que ça fait un moment. Ça fait un moment que je vous le dis, et ça fait un moment que je pense. 6 mois. Oui. Ouais, et ça fait un moment que je pense que réellement, on n'est vraiment pas loin d'une solution. Alors après, quand je dis pas loin, ça veut pas dire que c'est dans les 2 mois, parce que le temps prend du temps. Effectivement, ça fait quand même 30 ans qu'on se traîne cette question-là, même plus 40. Donc là, effectivement, je pense que ça va pas être très 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 long. Et en effet, faut préparer la suite. C'est pas simplement parce que l'Algérie n'a pas les moyens de financer le Polisario. C'est parce que le Maroc se positionnant de cette manière-là, l'Algérie ne peut effectivement plus être en rivalité sur simplement la question coloniale. Et là-dessus, Aziz a raison. D'autant plus que c'est pas que les pays africains connaissent pas le problème, c'est que les pays africains se débrouillent encore, se débattent encore avec leurs problèmes de frontières tracés par la colonisation et qu'ils doivent avancer malgré tout, parce que on ne peut pas les renégocier si simplement que ça, et que au final il va falloir à un moment donné se dire que peut-être on dépassera les problèmes via l'économie. C'est en tout cas la théorie dominante actuellement. C'est le principe même du libéralisme d'ailleurs. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, cette question-là, elle devient presque subsidiaire. Moi, ce que je vous dis, c'est que je pense qu'on a de plus en plus l'idée de qui est le successeur de Bouteflika. Parce que je l'avais ressenti aussi dans le discours du roi Mohamed VI, qui était particulièrement ouvert vis-à-vis des Algériens, plus qu'avant. Alors on a beau dire, le Maroc a toujours eu une main tendue
Oui, mais il y a des moments où c'est plus tendu que d'autres, on va dire. Et là, je trouve qu'effectivement, les signes sont plutôt intéressants et rassurants. Néanmoins, encore une fois, il faut comprendre aussi ce positionnement comme une tentative de reprise de contrôle de l'Algérie, disant, je suis un pôle sécuritaire aussi important, voire plus important que le Maroc, pour la sécurité régionale, et c'est pour ça qu'il se positionne sur la Libye, c'est pour ça qu'il se positionne au niveau des drones, au niveau de la sécurité de ses frontières, et qu'il parle de terrorisme, notamment effectivement de narcoterrorisme. Et deux, il faut bien comprendre que quoi qu'il en soit, pays frère, pas pays frère, économie ou pas économie, la rivalité